Une nouvelle de Richard Matheson. Trois. Amélia arriva chez elle à 6h14. Elle accrocha son manteau dans la penderie de l'entrée et emporta le petit paquet dans le salon. Elle s'assit sur le canapé, son achat sur les genoux, et tout en se débarrassant de ses chaussures, entreprit de le déballer. La boîte en bois ressemblait à un cercueil. Amélia en souleva le couvercle et sourit. Elle n'avait jamais vu de poupée aussi affreuse. Haute de quelques 18 cm en bois sculpté, elle avait un corps squelettique et une tête démesurée. Une expression d'une cruauté folle, des dents en pointe bien en vue, des yeux protubérants pleins de méchanceté. Elle tenait à la main droite un javelot d'une vingtaine de centimètres et une fine chaînette dorée l'enserrait des épaules aux genoux. Un minuscule rouleau de papier était coincé entre la figurine et la paroi du coffret. Amélia le prit et le déroula. Elle y découvrit un texte écrit à la main. Il commençait par ces mots : « Voici celui qui tue, c'est un chasseur implacable. » Amélia sourit de nouveau en continuant sa lecture. Arthur allait être ravi. À cette pensée, elle se tourna vers le téléphone posé sur la petite table voisine. Un instant plus tard, elle soupira, posa la boîte sur le canapé pour installer le téléphone sur ses genoux, décrocha et composa un numéro. « Allô ?» dit la voix de sa mère. « Bonsoir, maman. Tu n'es pas encore partie ?» Amélia s'arma de courage. « Je sais que nous sommes vendredi soir, maman. » commença-t-elle. Silence à l'autre bout du fil. Amélia ferma les yeux. « Je t'en prie, maman, » supplia-t-elle intérieurement. Elle déglutit. « Il y a ce garçon, tu comprends, il s'appelle Arthur Breslau. Il est professeur dans le supérieur. » « Tu ne viens pas, quoi ?» Amélia frissonna. « C'est son anniversaire. » Elle rouvrit les yeux pour regarder la poupée. « Je lui ai, pour ainsi dire, promis qu'on passerait la soirée ensemble. » Sa mère demeura muette. « De toute façon, il n'y a pas un bon film à voir ce soir, » enchaîna mentalement Amélia. « On pourrait remettre ça à demain, » reprit-elle. Toujours le même silence. « Maman ? À présent, même la soirée du vendredi, c'est trop te demander ? Maman, je passe te voir 2 ou 3 fois par semaine. Tu me rends visite alors que tu as ta chambre ici. Maman, nous n'allons pas recommencer. Je ne suis plus une enfant, songea-t-elle. Cesse de me traiter comme si j'étais une gamine. Depuis combien de temps tu fréquentes ce garçon ? À peu près 1 mois. Et tu ne m'en as pas parlé. J'en avais l'intention. Les tempes d'Amélia commençaient à battre. Non, je n'aurai pas la migraine, se dit-elle. Elle jeta un coup d'œil à la poupée. Celle-ci avait l'air de la fusiller du regard. Il est très gentil, maman. Pas le moindre commentaire. Amélia sentit son estomac se nouer. Je serais incapable d'avaler quoi que ce soit ce soir, pensa-t-elle. Elle s'aperçut soudain qu'elle se tassait sur elle-même et se força à se redresser. « J'ai 33 ans !» se révolta-t-elle. Tendant le bras, elle sortit la poupée de sa boîte. « Tu devrais voir ce que je lui offre pour son anniversaire. J'ai trouvé ça dans une brocante de la 3e avenue. C'est un fétiche Zuni authentique, une pièce très rare. Arthur est fou d'anthropologie. C'est pourquoi j'ai choisi ce cadeau. » Silence persistant. « Très bien, tais-toi. C'est un fétiche chasseur, » continua-t-elle en essayant de garder tout son calme. « Il est censé recéler l'esprit captif d'un chasseur Zuni. Il y a une chaînette dorée passée autour de lui pour empêcher l'esprit de... » Le mot ne lui venait pas. Elle passa un doigt tremblant sur la chaînette. « De s'évader, je suppose. Son nom est celui qui tue. Si tu voyais sa tête... » Elle sentit des larmes chaudes lui ruisseler sur les joues. « Eh bien, passe une bonne soirée, » lui dit sa mère. Elle raccrocha.
Amélia contempla le combiné dans lequel continuait de bourdonner la tonalité. Pourquoi fallait-il que ça se passe toujours comme ça ? Elle raccrocha et remit le téléphone à sa place. La pièce, que l'obscurité envahissait, lui parut soudain floue. Elle posa la poupée au bord de la table basse et se leva. « Bon, je vais prendre mon bain », se dit-elle. « Et puis on va se retrouver, ce sera une joie. » Elle traversa le salon. « Une joie », se répétait-elle machinalement. Elle savait que ce n'était plus possible. « Oh, maman !» Malgré elle, elle serra les poings de colère en entrant dans sa chambre. Dans le salon, la poupée tomba de table. Elle atterrit la tête la première et le javelot se planta dans le tapis, maintenant la poupée, les jambes en l'air. La mince chaînette dorée commença à glisser. Il faisait presque nuit quand Amélia revint dans le salon. Elle s'était déshabillée et ne portait plus qu'un peignoir en tissu éponge. Dans la salle de bain, la baignoire se remplissait. Elle s'assit sur le canapé et plaça le téléphone sur ses genoux. Elle resta un long moment à le contempler. Enfin, avec un gros soupir, elle décrocha et composa un numéro. « Arthur ? » ?»« Oui ?» Amélia connaissait ce ton, aimable, mais circonspect. Elle était incapable de parler. « Ta mère ?» dit finalement Arthur. Un étau glacé lui serra l'estomac. « Tous les vendredis, on passe la soirée ensemble, » lui expliqua-t-elle. « Tous les vendredis. » Elle se tut et attendit. Arthur ne disait rien. « Je t'en ai déjà parlé. »« Je sais. » Amélia se massa la tempe. « Elle continue de réglementer ta vie, hein ?» Elle se raidit. « Je ne veux plus lui faire de peine, c'est tout. Déjà qu'elle a mal supporté que je la quitte pour avoir un chez moi. Je ne veux pas lui faire de peine non plus. Mais j'ai combien d'anniversaires par an ? On s'était entendu pour celui-ci. Je sais, nouvelle crampe d'estomac. Tu vas maintenant la laisser te faire ça. Pas un seul vendredi décommandé dans toute l'année. Amélia ferma les yeux. Ses lèvres bougeaient sans émettre le moindre son. « Je ne peux pas lui faire de peine, » se disait-elle. Elle avala sa salive. « C'est ma mère. »« Très bien, je suis désolé. Je me faisais une fête de cette soirée, mais... un temps. Je suis désolé. » Et il raccrocha, en douceur. Amélia resta longtemps immobile à écouter la tonalité. Elle sursauta quand une voix enregistrée retentit. « Nous vous prions de bien vouloir raccrocher. » Elle s'exécuta et reposa le téléphone à sa place. « J'ai bonne mine avec mon cadeau d'anniversaire, » songea-t-elle. Le donner à Arthur ne rimerait plus à rien. Elle tendit le bras pour allumer la lampe de table. Demain, elle rapporterait la poupée au magasin. Celle-ci n'était plus sur la table basse. Baissant les yeux, Amélia vit la chaînette dorée sur le tapis. Elle se laissa glisser du canapé et à genoux, la ramassa et la remit dans le coffret. La poupée n'était plus sous la table basse. Amélia se pencha et chercha à tâtons sous le canapé. Elle poussa un cri et retira vivement sa main. Puis elle se redressa et la regarda en se tournant vers la lumière. Quelque chose était coincé sous l'ongle de son index. Elle eut un frisson en retirant ce qui ressemblait à une écharde, mais s'avéra être la pointe du javelot de la poupée. Elle la laissa tomber dans la boîte et tout en se suçant le doigt, se pencha à nouveau pour reprendre ses recherches sous le canapé, mais cette fois plus prudemment. La poupée demeurait introuvable. Amélia se releva avec un soupir de lassitude et entreprit d'écarter du mur un des côtés du canapé. Il était affreusement lourd. Elle se remémora le jour où elle était allée acheter les meubles avec sa mère. Elle voulait du mobilier scandinave, mais sa mère avait tenu à ce qu'elle prenne ce gros canapé en érable qui était en réclame. Elle le déplaça en âne, consciente que l'eau continuait de couler dans la baignoire. Elle allait devoir fermer les robinets sans tarder. Elle examina la partie du tapis qu'elle avait réussi à mettre à jour et distingua la hampe du javelot, mais pas la poupée.
Elle ramassa la petite tige de bois et la posa sur la table basse. La poupée était sans doute coincée sous le canapé. Elle avait dû la déplacer en même temps que le meuble. Elle crut entendre un bruit derrière elle, une espèce de léger frôlement. Elle se retourna. Plus rien. Un frisson glacé lui remonta le long des mollets. « C'est celui qui tue », murmura-t-elle en souriant. « Il s'est débarrassé de sa chienne et s'est sauvé. » Elle se tut. Elle avait distinctement perçu un bruit dans la cuisine, comme un tintement métallique. Amélia avala nerveusement sa salive. Que se passe-t-il ? Elle se dirigea vers la cuisine, alluma. Tout avait l'air normal. Ses yeux se portèrent successivement sur la gazinière, la casserole d'eau posée dessus, la table et la chaise, les tiroirs, les portes du placard, tous fermés. L'horloge électrique, le petit réfrigérateur et le livre de cuisine posés dessus, la table accrochée au mur, le râtelier à couteau fixé sur le côté du placard, où manquait le petit couteau. Amélia contempla l'espace vacant. « Sois pas idiote !» se dit-elle. « Tu as rangé le couteau dans le tiroir, voilà tout. » Elle s'avança dans la cuisine, ouvrit le tiroir de l'argenterie. Le couteau ne s'y trouvait pas. Un autre bruit. Elle baissa vivement les yeux et faillit s'étrangler de stupéfaction. Pendant quelques secondes, elle resta incapable de réagir. Puis elle ressortit de la cuisine et le cœur battant regarda dans le salon. Était-ce un effet de son imagination ? Elle était sûre d'avoir discerné un mouvement. « Allons donc », dit-elle en accompagnant son commentaire d'un claquement de langue moqueur. Elle n'avait rien vu du tout. À l'autre bout de la pièce, la lampe s'éteignit. Amélia fit un tel bond qu'elle se cogna le coude droit contre le chambranle. Elle laissa échapper un cri, referma sa main gauche sur son coude meurtri et, grimaçant de douleur, ferma un instant les yeux. Elle les rouvrit et scruta l'obscurité. « Allons, allons !» répéta-t-elle au bord de l'exaspération. 3 bruits et une ampoule grillée ne conduisaient à rien d'aussi fou que... Elle s'efforça de chasser cette pensée. Il fallait fermer l'eau de la salle de bain. Elle se dirigea vers le couloir en se frottant les coudes. Un autre bruit. Amélia se figea. Quelque chose venait à sa rencontre. Elle abaissa les yeux hébétée. « Non !» pensa-t-elle. C'est alors qu'elle vit la chose, un mouvement rapide au ras du sol. Il y eut un éclair métallique aussitôt suivi d'une vive douleur au mollet droit. Le souffle coupé, Amélia décocha un coup de pied à l'aveuglette. Nouvelle douleur. Et voilà que du sang tiède lui coulait le long de la jambe. Elle fit volte-face et se rua dans le couloir. La carpette se déroba sous ses pieds. Elle se cogna contre le mur, auquel elle se retint, la cheville droite déchirée par une douleur fulgurante, avant de s'écrouler sur le flanc. Elle battit l'air autour d'elle, en exhalant un sanglot terrifié. Nouveau mouvement, ombre noire dans le couloir, douleur dans son mollet gauche, puis de nouveau dans le droit. Elle hurla. Quelque chose lui frôla la cuisse. Elle joua des mains et des pieds pour s'éloigner, puis se releva à grand-peine. Elle faillit tomber de nouveau et battit frénétiquement des bras pour garder son équilibre. Sa paume gauche rencontra le mur. Elle s'y appuya et après avoir fait demi-tour, se rua dans la chambre plongée dans l'obscurité, rabattit la porte et s'y adossa, haletante. Quelque chose heurta le battant de l'autre côté, quelque chose de petit, presque à hauteur du sol. Amélia tendit l'oreille tout en essayant de respirer moins bruyamment. Elle tira avec précaution sur la poignée pour s'assurer que le peigne était bien engagé dans la gâche. Quand il n'y eut plus de bruit à l'extérieur, elle recula sur le lit. Elle sursauta au moment où ses jambes entrèrent en contact avec le bord du matelas. Elle s'y laissa tomber et empoigna le second téléphone pour le poser sur ses genoux. Qui appelait la police ? On la croirait folle. Sa mère, elle habitait trop loin. Elle était en train de composer le numéro d'Arthur à la lumière provenant de la salle de bain quand la poignée de la porte commença à pivoter. Ses doigts s'immobilisèrent. Son regard scruta la pénombre. Le peigne cliqueta.
Le téléphone glissa de ses genoux et atterrit sur la carpette avec un bruit sourd au moment où la porte s'ouvrait à la volée. Quelque chose tomba de la poignée extérieure. Amélia se rejeta en arrière en ramenant ses jambes contre elle. Une forme sombre se précipitait vers le lit. Elle en resta bouche bée. « Ce n'est pas vrai », songea-t-elle. Elle se crispa en sentant qu'on tirait sur le couvre-lit. La chose grimpait à sa rencontre. Non, ce n'est pas vrai. Incapable de faire un mouvement, elle avait les yeux rivés sur le coin du matelas. Quelque chose apparut, comme une tête minuscule. Poussant un cri affolé, Amélia se jeta de l'autre côté du lit et se leva d'un bond pour s'élancer dans la salle de bain, dont elle claqua la porte derrière elle, au bord de la suffocation, tant sa cheville la faisait souffrir. À peine avait-elle poussé le bouton de verrouillage de la poignée qu'un choc ébranla le bas de la porte. Amélia entendit comme un grattement de rats, puis le silence revint. Elle jeta un coup d'œil à la baignoire. Le dégorgeoir du trop-plein était presque atteint. En fermant les robinets, elle vit des gouttes de sang tomber dans l'eau. Elle se redressa pour se tourner vers la glace de l'armoire pharmacie surmontant le lavabo. Elle faillit suffoquer d'horreur à la vue de son cou entaillé. Elle y porta une main tremblante et eut soudain conscience de la douleur qui lui taraudait les jambes. Elle baissa les yeux. Elles étaient tailladées sur toute la longueur du mollet. Du sang lui inondait les chevilles, dégouttait de ses pieds. Elle se mit à pleurer. Entre les doigts de la main qu'elle tenait contre son cou filtraient des ruisselets de sang qui coulaient sur son poignet. Elle examina son reflet à travers un brouillard de larmes. L'expression lamentable qui lui renvoya ce masque où se lisait la terreur et la capitulation lui donna un coup de fouet. « Non !» se dit-elle. Elle ouvrit l'armoire à pharmacie et en sortit de la teinture d'iode, de la gaze, du sparadrap. Puis elle s'assit avec précaution sur le couvercle des toilettes. Elle eut le plus grand mal à ôter le bouchon du flacon de teinture d'iode et dut le cogner à 3 reprises contre le lavabo pour qu'il cède. La brûlure de l'antiseptique sur ses mollets lui coupa le souffle. Serrant les dents, Amélia entreprit de se panser la jambe droite. Un bruit. Elle tourna aussitôt la tête vers la porte et vit la lame du couteau qui passait dessous. « Il essaie de me blesser au pied », se dit-elle. « Il me croit debout derrière la porte. » L'idée qu'elle interprétait les pensées de cette chose lui donna une impression de totale irréalité. « Voici celui qui tue ». Les mots inscrits sur le rouleau de papier lui traversèrent soudain l'esprit. « C'est un chasseur implacable ». Amélia regarda la lame qui allait et venait sous la porte. « Seigneur Dieu !» Elle se dépêcha de se panser les jambes, se releva et debout devant la glace nettoya son cou ensanglanté à l'aide d'un gant de toilette. Puis elle appliqua un tampon imprégné de teinture d'iode sur la blessure qui se mit à lui cuire cruellement. Un nouveau bruit fit bondir son cœur dans sa poitrine. Elle s'approcha de la porte et se pencha, tendant l'oreille. Elle perçut un petit bruit métallique à l'intérieur de la poignée. On essaye de la déverrouiller. Amélia recula lentement pour quitter la porte des yeux, essayant de se représenter la poupée. Était-elle suspendue par un bras à la poignée et cherchait-elle de l'autre à crocheter le verrou avec le couteau? C'était délirant. Elle sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. « Il ne faut pas que je le laisse entrer. » Un cri rauque lui retroussa les lèvres quand le bouton de verrouillage jaillit de son logement. Machinalement, elle arracha une serviette de toilette de son support. La poignée pivota, le peigne libéré cliqueta. La porte s'entr'ouvrit. La poupée fonça brusquement dans la salle de bain. Elle se déplaçait si vite qu'elle en était presque floue. Amélia abattit sa serviette de toutes ses forces comme pour repousser l'assaut d'un énorme insecte. La poupée fut projetée contre le mur. Amélia lança sa serviette dessus et se précipita dans la chambre en une série d'embardées suffoquée par la douleur que lui infligeait sa cheville. Elle avait presque atteint la porte du couloir quand sa cheville céda. Elle s'étala en travers du tapis en poussant un cri d'effroi. Un bruit derrière elle. Elle se retourna pour voir la poupée surgir de la salle de bain comme une araignée bondissante. Un instant, la lame du couteau accrocha la lumière, puis la figurine entra dans l'ombre, courant droit sur elle. Amélia battit en retraite en jouant des talons et des coudes.
Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, aperçut la penderie et toujours à reculons se faufila dans les ténèbres, une main tendue vers le bouton de la porte pour la refermer sur elle. Une douleur glacée lui déchira le pied. Elle hurla et se rejeta en arrière, s'accrocha à un manteau qui dégringola sur la poupée. Alors Amélia fit tomber tout ce qui était à sa portée. La poupée se retrouva bientôt enfouie sous une pile de corsages, de jupes, de robes. Amélia plongea par-dessus la masse mouvante de vêtements, se força à se mettre debout et en boitillant, remit sa course en direction du vestibule. Le bruit de remue-ménage qui montait des vêtements s'estompa progressivement dans ses oreilles. Clopin, elle atteignit la porte d'entrée. Impossible de l'ouvrir. Amélia remarqua que le verrou était mis. Elle essaya de faire glisser la tige hors de son logement, en vain. Celui-ci était tordu. Terrorisée, elle ne réussit qu'à se casser les ongles dessus. « Non !» murmura-t-elle. Elle était prise au piège, mon Dieu. Elle se mit à marteler la porte de coups de poing. « Au secours, je vous en supplie, au secours !» Du bruit dans la chambre. Amélia fit volte-face et s'élança dans le salon. Elle tomba à genoux près du canapé et chercha le téléphone à tâtons, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle fut incapable de composer un numéro. Elle éclata en sanglots, puis se retourna soudain en étouffant un cri jailli du couloir. La poupée fonçait droit sur elle. Amélia saisit un cendrier sur la table basse et le lança sur la figurine. Un vase, un coffret, une statuette prirent le même chemin, mais aucun projectile n'atteignit la poupée. Elle arriva sur Amélia et se mit à lui larder les jambes de coups de couteau. Affolée, Amélia voulut se relever, mais ne réussit qu'à s'affaler sur la table basse. Prenant appui sur ses genoux, elle se remit debout et tituba en direction du couloir, en renversant sur son passage tout ce qui était susceptible d'arrêter la poupée. Une chaise, une table, une lampe qu'elle jeta à terre. Une fois dans le couloir, elle se précipita vers la penderie, où elle s'engouffra en rabattant violemment la porte derrière elle. Elle retint la poignée serrée entre ses doigts. Son visage baignait dans la chaleur de sa respiration haletante. Elle poussa un cri quand la pointe du couteau glissée sous la porte s'enfonça dans un de ses orteils. Elle recula sans lâcher la poignée. Son peignoir était ouvert. Elle sentait un fil de sang lui couler entre les seins. La douleur lui engourdissait les jambes, elle ferma les yeux. « À l'aide !» implora-t-elle en silence. « Que quelqu'un vienne à mon secours !» Elle se raidit quand la poignée commença à tourner dans sa main. Tout son corps se glaça. La poupée ne pouvait pas être plus forte qu'elle. C'était tout simplement impossible. Amélia accentua sa prise. « Pitié !» songea-t-elle. Elle heurta de la tempe le bord de la valise rangée sur l'étagère. Elle fut saisie d'une illumination, la main droite toujours cramponnée à la poignée, elle leva la gauche pour palper la valise. Les fermoirs étaient ouverts. D'une brusque torsion, elle tourna la poignée et poussa de toutes ses forces le battant de la porte à la cogner contre le mur du couloir. La poupée tomba par terre avec un bruit sourd. Amélia dégagea la valise et l'ouvrit d'un coup sec. Puis elle s'agenouilla dans l'embrasure de la penderie et la maintint debout, comme un livre ouvert. Elle banda ses muscles, ses yeux écarquillés, les dents serrées. Dès qu'elle sentit la poupée percuter le fond de la valise, elle en rabattit le couvercle et la posa à plat, pesant dessus de tout son poids jusqu'à ce que ses mains tremblantes aient pu mettre les fermoirs en place. Elle exhala un sanglot de soulagement en entendant leur déclic. D'une poussée, elle envoya au loin la valise. Celle-ci acheva sa glissade contre le mur du couloir. Amélia se remit sur pied, tant bien que mal, s'efforçant de rester sourde à l'agitation et au grattement frénétique qui secouait le bagage. Elle alluma dans le vestibule et essaya d'ouvrir le verrou de la porte d'entrée. Il était irrémédiablement bloqué. Elle fit demi-tour et traversa le salon en boitant. Rapide coup d'œil à ses jambes. Les pansements étaient défaits. Des traînées de sang coagulé zébraient sa peau. Quelques estafilades continuaient à saigner. Elle porta la main à sa gorge, la plaie était encore humide, les lèvres d'Amélia se contractèrent. Il allait devenir urgent d'appeler un médecin.
Elle retira le pic à glace du tiroir de la cuisine et retourna dans le couloir. Un bruit de charcutage attira son regard vers la valise. Le souffle lui manqua. La lame du couteau dépassait du flanc de la valise, animée d'un mouvement de scie. Les yeux d'Amélia s'agrandirent. Elle était littéralement pétrifiée. Elle clopina jusqu'à la valise et s'agenouilla à côté, contemplant avec répulsion le va-et-vient de la lame. Celle-ci était maculée de sang. Elle essaya de la pincer entre les doigts de sa main gauche pour la tirer vers elle. Un petit mouvement de torsion lui fut imprimé en même temps qu'elle réintégrait à toute allure l'intérieur de la valise. Amélia poussa un cri et s'empressa de retirer sa main. Son pouce était profondément entaillé et lui inondait déjà la paume de sang. Au bord de l'évanouissement, elle le pressa contre son peignoir. Péniblement, elle se releva et s'escrima une fois de plus sur le verrou. Impossible de faire bouger la tige. Et son pouce commençait à l'élancer. Elle enfonça le pic à glace sous la gâche et essaya de l'arracher du mur. La pointe de métal se brisa. Amélia perdit l'équilibre et faillit tomber. Elle se redressa en gémissant. Ne surtout pas perdre de temps. Elle jeta un regard désespéré autour d'elle. La fenêtre. Elle pouvait jeter la valise dehors. Elle se l'imaginait déjà en train de tourbillonner dans la nuit. Elle lâcha le pic à glace et se tourna vers la valise. Elle se figea. La poupée avait passé la tête et les épaules par le trou qu'elle avait découpé. Paralysée, Amélia la regarda se contorsionner. La vie qui lui rendait son regard. Non, songea-t-elle, ce n'est pas vrai. La figurine dégagea ses jambes d'un coup sec et sauta à terre. Amélia se retourna brusquement pour se précipiter dans le salon. Son pied droit atterrit sur un fragment de porcelaine qui lui entailla le talon et lui fit perdre l'équilibre. Elle tomba sur le côté et battit l'air des bras et des jambes. La poupée arrivait sur elle par bonds. Amélia vit luire la lame du couteau. D'une ruade frénétique, elle repoussa la figurine, puis elle se remit debout, zigzaga jusqu'à la cuisine et fit volte-face pour en rabattre la porte. Quelque chose l'empêcha de se fermer. Amélia crut entendre un hurlement dans sa tête. Baissant les yeux, elle vit le couteau et une minuscule main en bois. Le bras de la poupée était coincé entre la porte et le chambranle. Amélia se jeta de toutes ses forces contre le panneau, stupéfaite de la résistance qu'elle rencontrait. Un craquement. Un sourire féroce se retroussait les lèvres de la jeune femme qui redoubla d'efforts. Le hurlement qui résonnait dans son esprit s'enfla, noyant le bruit sec du bois qui se brisait. Le couteau se mit à pendre. Amélia s'agenouilla pour tirer sur la lame. La petite main de bois et le poignet qui la prolongeait se détachèrent alors du manche pour tomber sur le carrelage. Étouffant un cri, Amélia se releva pour lancer le couteau dans l'évier. La porte s'ouvrit alors, à la volée, et lui heurta violemment le flanc. La poupée se rua dans la cuisine. Amélia s'en écarta aussitôt. Puis elle empoigna la chaise et la lança dans sa direction. La figurine fit un saut de côté et la contourna. Amélia s'empara de la casserole d'eau posée sur la gazinière et la jeta par terre, où elle rebondit bruyamment en aspergeant la poupée. Celle-ci, au grand étonnement de la jeune femme, ne revenait pas à la charge. Elle essaya d'escalader l'évier au rebord duquel, au prix d'un bond, elle venait de s'accrocher de son unique main. « Elle veut le couteau », songea Amélia. « Il lui faut son arme. » Elle comprit d'un seul coup ce qui lui restait à faire. Elle alla ouvrir la porte du four et en tourna le bouton à fond. Elle entendit la petite détonation étouffée du gaz qui s'allumait au moment où elle pivotait pour empoigner la poupée. Celle-ci se mit à ruer et à se tortiller avec une telle furie qu'Amélia laissa échapper un cri avant d'être ballottée d'un côté de la cuisine à l'autre. Le hurlement résonna de nouveau dans sa tête et elle s'avisa soudain que c'était l'esprit animant le fétiche qui criait. Elle dérapa, se cogna à la table, mais elle finit par faire face à la gazinière, tomba à genoux devant le four et lança la poupée à l'intérieur. Elle rabattit la porte et pesa dessus de tout son poids. La porte faillit sortir de ses gonds. Amélia la bloqua de l'épaule, puis du dos, ce qui lui permit d'allonger les jambes pour s'arc-bouter contre le mur.
S'efforçant de rester sourde au martèlement et au grattement qui s'étaient déchaînés à l'intérieur du four, elle contemplait le sang qui s'échappait par saccades de son talon. Une odeur de bois brûlé commença à envahir ses narines. Elle ferma les yeux. La porte était de plus en plus chaude et elle changea prudemment de position. Les coups de pieds et les poings lui vrillaient les oreilles. Le hurlement déferlait dans sa tête. Elle savait qu'elle allait se brûler le dos, mais n'osait pas bouger. L'odeur de bois brûlé empira son pied, la faisait atrocement souffrir. Elle leva les yeux vers l'horloge électrique murale. 7h moins 4. Elle observa la lente révolution de l'aiguille des secondes. 1 minute s'écoula. Le hurlement qui lui emplissait la tête s'affaiblissait. Elle se déplaça un peu, serrant les dents sous la chaleur brûlante qui mettait son dos à la torture. Une autre minute passa. Les tambourinements cessèrent. Le hurlement se fit de plus en plus lointain. L'odeur de bois brûlé avait envahi toute la pièce où flottait à présent un voile de fumée grise. Ça, on va le voir, songea Amélia. Maintenant que tout est fini, on va venir à mon secours. C'est toujours comme ça. Elle s'écarta doucement de la porte du four, prête à peser de nouveau dessus si nécessaire. Puis elle se retourna et se mit à genoux. La puanteur du bois calciné lui soulevait le cœur, mais il fallait qu'elle sache. Elle ouvrit la porte du four. Quelque chose de noir et de suffocant se rua sur elle, et le hurlement retentit de nouveau dans sa tête tandis qu'une onde de chaleur se déversait sur elle et en elle. À présent, c'était un cri de victoire. Amélia se releva et éteignit le four. Elle retira une pince à glaçons de son tiroir et s'en servit pour extraire du four le morceau de bois carbonisé. Elle le lâcha dans l'évier et fit couler l'eau dessus jusqu'à ce qu'il s'arrête de fumer. Puis elle passa dans la chambre, ramassa le téléphone et pressa la touche de la tonalité. Au bout d'un moment, elle la relâcha et composa le numéro de sa mère. « Ici, Amélia ment, dit-elle. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Je voudrais qu'on passe la soirée ensemble. Mais il est un peu tard. Pourrais-tu venir me prendre ?» Elle écouta la réponse. « Entendu ? Je t'attends. » Elle raccrocha et retourna dans la cuisine où elle préleva le plus long couteau à découper dans leur atelier. Puis elle alla à la porte d'entrée, ouvrit le verrou, cette fois sans que celui-ci lui oppose la moindre résistance. Elle emporta le couteau dans le salon, enleva son peignoir et se lança dans une danse de chasse, une danse qui disait la joie de tuer, la joie de la mise à mort, imminente. Puis elle s'assit en tailleur, dans un coin. Celui qui tue s'assit en tailleur, dans un coin, dans l'ombre, à l'affût de sa proie. Proie est une nouvelle de Richard Matheson, extraite du recueil Richard Matheson Nouvelle intégrale, publiée chez J'ai lu. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.